Je dois refaire. Je dois refaire connecter ou pas? Il se prend les lumières. Attends, je refais connecter. C'est bon, c'est bon. Oui. Oh, mec, t'as tout perdu. Mais non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Ça s'affiche. C'est beau. Bon, bah, let's go. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Du coup, on part sur une petite vidéo d'analyse d'action sur demande de Twitter et du Patreon. On a donné priorité au Patreon. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, je vous présente David. Je te laisse te présenter. David Assoun, 29 ans, trader prop firm depuis quelques mois chez Topstep. Et puis je suis présent sur le Patreon, sur lequel je livre quelques analyses. Et là, étant donné qu'on va analyser des actions, je vais assister sur la partie technique. Allez, nickel. C'est parti. Alors du coup, on commence avec Eiffage. Donc Eiffage, je pense qu'on connaît tous Eiffage. Hein. C'est un groupe de BTP, hein, donc de travaux publics, et qui gère aussi des concessions. Donc c'est le 5e groupe européen. On voit qu'on a un chiffre d'affaires qui se répartit entre la gestion de concessions à hauteur de 17,5%, la gestion d'infrastructures à hauteur de 37,5%, la construction à hauteur de 19% et des systèmes liés à l'énergie à hauteur de 26%. Alors on a fait ça assez rapidement, on va essayer de se concentrer sur les fondamentaux parce que c'est des actions qu'on a globalement déjà analysées. Donc pour Eiffage, si on regarde un petit peu en termes de profitabilité, c'est pas trop mal. C'est pas une entreprise qui va avoir une rentabilité incroyable comme une entreprise de la tech, hein, par exemple. Mais c'est très correct par rapport au secteur d'activité. Vous voyez, globalement, on a des données qui sont supérieures à ce qu'on voit dans le secteur d'activité. Donc ça, c'est plutôt positif. Et c'est aussi globalement supérieur à l'historique. Donc on a une certaine progression en termes de profitabilité. En termes de santé financière, c'est moyen, mais ça progresse. C'est pareil, en termes d'historique, on est mieux que ce qu'on a pu connaître dans l'histoire de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt correct. Si on regarde un petit peu le cash to debt, vous voyez que ça stagne un petit peu. Hein. On a un cash qui stagne, une dette qui stagne, ça évolue pas beaucoup. En revanche, on a un revenu qui est croissant et ça, c'est plutôt une bonne chose. Si on regarde ensuite en termes de croissance, c'est une croissance qui est moyenne, hein, c'est pareil, c'est pas le genre d'entreprise sur lesquelles on va aller chercher une grosse croissance, mais ça reste correct, un petit peu moyen par rapport au secteur d'activité, donc c'est quand même à prendre en compte. Ensuite, en termes de dividendes, on a un payout de 34%, ce qui est tout à fait correct, ça permet à l'entreprise d'investir, c'est pas trop, donc il n'y a pas de souci pour moi au niveau du dividende. Je te laisse faire la petite analyse technique. Alors, techniquement, on voit qu'on a un support oblique baissier sur ces niveaux, au niveau des 82. Si on recule un peu, on y était en mars 2020, on y est en octobre 2023, donc c'est un support sur lequel on pourrait éventuellement rebondir si l'action venait à descendre. Par contre, il n'est pas dit que l'action va redescendre. Globalement, c'est une belle tendance haussière. C'est une tendance haussière qui dure depuis une bonne période. On va reculer en weekly pour voir. Hop. On est bien haussier. On est bien haussier depuis décembre 2011. On a pris 493%. Donc c'est une action quand même qui performe très très bien. C'est une entreprise qui performe très très bien. Et à moyen terme, donc moi j'ai trouvé un point d'entrée qui pourrait être intéressant sur ces niveaux-là, parce que c'est à la fois un retracement de Fibonacci de 0,618, et à la fois on pourrait revenir sur le support oblique. Par contre, rien ne dit qu'on va descendre aussi bas, étant donné la force de l'action. Ici, premier arrêt de Fibonacci qui peut servir de support, et on a aussi la moyenne mobile de 200 qui peut servir de support. Au niveau des acheteurs, on a un order block acheteur au niveau des 96 €. Donc, pour l'instant, aucun signe de faiblesse, sauf une petite remarque, un petit avertissement au niveau du RSI qui est plus faible alors que le cours est en train de monter. Donc, perte de force alors que le prix augmente, c'est souvent signe d'un éventuel top qui est en train de se poser. À suivre.
Donc pour Eiffage, c'est tout bon. On va attaquer Essilor. Donc Essilor, pour ceux qui connaissent pas, on est dans tout ce qui va être lié à l'optique, notamment aux corrections. Ils font des verres, hein, notamment. Donc je vais pareil pas non plus rentrer dans le détail parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises sur la chaîne. Donc on va plutôt s'intéresser directement aux fondamentaux. Vous voyez globalement qu'on a une rentabilité qui est un peu plus faible que ce qu'on a pu connaître historiquement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais néanmoins, on n'a pas forcément de correction là sur l'action. Donc c'est-à-dire que le marché l'anticipe et pour l'instant, c'est pris en compte. Ensuite, si on regarde par contre vis-à-vis du secteur d'activité, on voit qu'on a une rentabilité qui est supérieure. Ça peut paraître pas énorme, hein. On a un ROCE de 6-7%, un return on equity pareil de 6%. C'est pas énorme, mais c'est supérieur au secteur d'activité. Et Essilor, c'est un leader. Donc ça, c'est à prendre en compte, hein. C'est des points positifs. Ensuite, si on regarde en termes de santé financière. Si on regarde en termes de santé financière, c'est correct, hein. Regardons un score d'Altman qui est plutôt safe. Donc peu de chances quand même de faire faillite. En revanche, on a quand même un signal en termes de cash to debt. Vous voyez qu'on a la dette qui a pas mal augmenté alors que le cash a grandement diminué. Pour ce genre d'entreprise, c'est pas non plus inquiétant dans le sens où c'est une entreprise qui fait beaucoup d'investissements, qui investit sur son produit, qui investit sur l'innovation, sur la recherche et le développement. Donc globalement, dans ce cas-là, c'est pas grave. Ensuite, vous voyez quand même qu'on a une belle croissance du revenu. Donc ça reste très positif. En termes de croissance, c'est pareil, on ne va pas être sur des croissances exceptionnelles, mais on a quand même une croissance anticipée du bénéfice par action sur les 3 à 5 prochaines années d'environ 9%, ce qui reste tout à fait correct. Moi, ce qui va me déranger sur Essilor, c'est deux choses. Déjà, on a un payout de 64%. Donc 64% des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires. Ça me paraît beaucoup. Si on regarde en termes de cash qui est utilisé, enfin de cash flow qui est utilisé pour le dividende, ça va. Ça reste quand même assez correct. On n'a pas une proportion énorme. Mais globalement, je trouve que le payout est élevé. Et je trouve aussi qu'on a un PE ratio qui est très élevé. On a un PE ratio de 40, c'est-à-dire qu'on paye 40 fois les bénéfices. Et si on regarde par rapport à l'historique, on voit qu'on a plutôt, pour cette entreprise, un historique en termes de PE ratio qui est aux alentours de 30. Là, on est sur du 40, donc ça me paraît personnellement un petit peu élevé. Donc Essilor, pour moi, à l'heure actuelle, c'est une belle entreprise, il n'y a pas de severe warning, mais globalement, je la considère comme étant un petit peu surévaluée. Et pour moi, on n'est pas sur une zone d'achat. Peut-être que toi, tu vas nous dire autre chose. Essilor, je l'ai analysé il y a pas si longtemps, alors elle est juste là. Essilor, ce que j'ai trouvé particulièrement pertinent, alors pas besoin de sortir 40 000 indicateurs, parfois il en suffit d'un qui répond bien, c'est sa MM200, donc sa moyenne mobile à 200 jours en daily. On voit que Essilor l'utilise souvent en support. Alors ici, en février 2021, mars 2021, en mai 2 fois, encore une fois en juillet, etc. Donc c'est souvent revenu en tant que support. Là, on voit qu'on a quand même décollé, alors que on a l'habitude soit de l'utiliser en support, soit d'y être assez proche. Là, le cours s'est quand même bien détaché de sa moyenne mobile. Donc, je pense qu'un point d'entrée qui pourrait être plus intéressant, et ça pourrait corroborer en même temps avec la valeur de l'action qui pourrait redescendre et être plus pertinent, c'est d'avoir du coup un cours qui redescend, se rapprocher de sa moyenne mobile et qui en même temps vient vers son premier arrêt de Fibonacci avant de éventuellement poursuivre sa tendance qui est très belle, qui est haussière. Il n'y a pas de ralentissement au niveau du RSI et au niveau des volumes, bon, ça commence à vendre parce qu'on est sur des tops, donc il y a des prises de profit qui se font, mais c'est bien racheté dès que ça redescend un peu, donc logiquement la tendance est plutôt bonne pour Essilor. Ok,
on passe à IHG Intercontinental Hotel. Alors, c'est pas une action que j'ai déjà analysée, il me semble. Donc, IHG Intercontinental Hotel. Hop. Ok. Alors, déjà, première chose qui personnellement me choque, c'est qu'en termes de GF value, vous voyez, on n'est pas régulier, donc on n'a pas une croissance régulière. Et là, on anticipe une forte baisse. Hein, vous voyez, c'est corrélé aussi avec le cours de l'action. Donc déjà, il y a un hic. Après, on n'a pas de severe warning, on n'a que des good signs. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. On a une belle rentabilité. Attention quand même, je pense qu'en 2020, pendant le Covid, on a dû... Voilà. Ouais, 2020, on n'était pas rentable. C'est un événement exceptionnel. Donc personnellement, je vais le mettre de côté. Effectivement, pendant le Covid, les hôtels n'ont pas fonctionné. Donc on n'a pas grand chose à dire là-dessus. On a une santé financière qui est plutôt correcte. Il n'y a pas grand chose à dire pour le cash to date. C'est assez corrélé. Hein. Globalement, on a la dette qui baisse, on a le cash qui baisse. Donc potentiellement, on utilise du cash pour faire baisser la dette. Et on a la dette qui augmente, on a le cash qui augmente aussi. Donc globalement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On voit quand même qu'on est en train de se relever petit à petit là sur les 4 derniers exercices du Covid, hein, effectivement. Donc pas évident hein, pour les hôteliers. Vous voyez que en 2020, ben forcément, hein, il y a eu des beaux points d'entrée. On a quand même une belle croissance depuis. Effectivement, si la courbe de la GF Value avait continué à croître de la même façon, on aurait été sur des zones d'évaluation plutôt correctes. Sauf qu'on anticipe potentiellement une rechute. Donc, il doit quand même y avoir un loup. Alors que, si on regarde en termes de gross rank, on anticipe quand même une croissance du BPA de 14% sur les 3 à 5 prochaines années, ce qui est assez correct. Et pour le revenu, on est sur du 6-7%, ce qui est aussi correct hein, globalement. Donc, j'ai pas grand chose à dire. On a une bonne rentabilité, une santé financière correcte, un gross rank qui ne me choque pas. En termes d'évaluation, si on regarde un petit peu, on a un PE ratio de 22. Donc, au vu de la croissance anticipée, au vu de la rentabilité, ça me paraît plutôt correct, sachant qu'on a un PE médian à 25 hein, sur l'historique de l'entreprise. Et pour le secteur d'activité, on est à 20, donc c'est pas choquant. C'est pas choquant. Peut-être attendre de voir déjà l'analyse technique pour voir où est-ce qu'on se situe là en termes de correction. Mais globalement, c'est pas mauvais pour l'entreprise. Après, il faudrait évidemment approfondir avec une analyse du secteur, comment ça se passe en ce moment, est-ce que les gens arrivent à voyager, est-ce que l'inflation, par exemple, influence le secteur d'activité. Donc, il y a quand même énormément de choses à prendre en compte. Là, ce qu'on vous fait, c'est une analyse financière, puis une analyse technique. Mais avant d'investir, il faut quand même prendre en compte la globalité de l'économie qui a un impact finalement sur ces entreprises. Alors, on va regarder ça techniquement. On va regarder ça un petit peu en termes d'analyse technique. IHG. Alors, pareil que pour Essilor, belle relation à sa moyenne mobile, sur laquelle il vient souvent rebondir. Alors, c'est pas au millimètre près, parfois ça casse en dessous, parfois pas. Mais globalement, il arrive quelques fois, notamment ici, un petit peu ici, que la moyenne mobile serve de zone de support. On va regarder un petit peu en weekly aussi. On va reculer le graphique. Ok, on voit à peu près. Donc, order block, acheteur à 5800. Ensuite, ça n'a fait que monter. Et on va regarder un peu plus précisément pour essayer de voir si le momentum est bullish ou bearish. Alors, on est sur la moyenne mobile 200, ça a encore acheté sur les 7000, donc ici on a des gros institutionnels qui vont faire en sorte de maintenir, oula, je me suis trompé d'indicateur, qui vont faire en sorte de maintenir cette zone préservée, pour pas qu'on vienne ici, sinon ce sera néfaste pour leurs investissements. Donc moyenne mobile 200, on y vient en support,
c'est pour moi encore une tendance qui est plutôt haussière, qui est très belle. Pas d'order block vendeur au-dessus. Le RSI, bon, il était haussier avec un nouveau top, donc tout est bon au niveau du RSI. Et au niveau des volumes, je pense qu'au niveau des volumes, ok, prise de profit sur le top, prise de profit ici encore une fois, et là ça reprend encore. Va falloir surveiller que à chaque fois ces zones de prix sont bien rachetées, mais pour l'instant, a priori, il n'y a rien de très alarmant. Voilà, si on revient peut-être un peu plus bas au niveau des 618 sur les, ouais, même si on y est venu de très près, si on revient sur les 7690, ça peut être une bonne zone pour ensuite éventuellement avoir une structure comme ça qui se retourne, des W qui se forment et une poursuite de la tendance haussière. Donc pour ISG, je trouve ça pas mal. Voilà, techniquement en tout cas, c'est plutôt propre, mais c'est vrai que c'est compliqué d'investir sur des actions qui font que monter. Parce que si on a un PRU haut, on achète proche de la TH, mieux vaut parfois attendre que ça respire un peu au niveau des supports. Donc 0,78 de Fibonacci, ça peut être une bonne zone. Ok, ensuite on a le grand concurrent de Schneider. Vous savez que personnellement, je suis team Schneider. Et le grand, c'est LR, c'est ça? Ouais. Hop, le grand... Yes. Donc pour le grand, c'est vrai que c'est une société que je connais un petit peu moins bien que Schneider Electric. D'ailleurs, Schneider Electric qui en ce moment discute avec Nvidia pour des partenariats, notamment pour fournir tout ce qui va être serveur, etc. etc. Le grand, ça reste une très belle entreprise aussi. Hein. On est sur une très belle profitabilité. On est sur du 13%, 13-14% en termes de ROCE, on est sur du 17% en termes de Return on Equity. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On est supérieur à l'historique, supérieur au secteur d'activité. C'est un leader dans son secteur. Donc, en termes de profitabilité, vous connaissez la chanson, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, en termes de santé financière, il semblerait qu'on ait un cash to debt qui est corrélé finalement avec une dette et un cash qui augmente et qui diminue un petit peu ensemble. Donc ça c'est plutôt correct. Ça montre qu'on n'a pas besoin d'utiliser notre cash pour une ressource extérieure ou pour par exemple un événement exceptionnel. Donc c'est plutôt correct. Ça, on arrive à corréler les deux. Donc c'est une entreprise qui en période de crise sera moins impactée qu'une entreprise qui n'arrive pas à faire de cash finalement. On a un revenu qui est en croissance, pareil, je pense qu'on doit avoir un dividende qui est en croissance parce que la part du cash flow qui est utilisée pour le dividende est aussi en croissance, elle reste raisonnable. On a un payout de 44, un chouïa élevé à mon goût. Et si on regarde en termes de croissance, par contre, c'est pas terrible. Les anticipations sont pas terribles. On est sur du 3% pour la croissance du bénéfice par action et aussi du 3% pour la croissance du revenu. Donc c'est pareil, il faudra aller creuser un petit peu. Est-ce que ces anticipations-là, elles m'ont pas l'air fondées dans le sens où on n'a pas de grosse correction de la société. Donc il faudrait quand même aller regarder ça. Je pense que c'est des anticipations qui sont un peu basses par rapport à la réalité. Et si on regarde en termes d'historique, on a quand même une belle croissance. Donc personnellement, ça reste une très 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 belle société. J'ai pas grand chose à dire de plus sur le grand. Je te laisse. On va regarder techniquement comment ça s'en sort. Hop, le grand. Ok. On voit. Ouais, j'ai tiré déjà un support oblique par rapport à la tendance haussière qui est partie de novembre 2023. Tendance haussière qui a fait quand même une belle montée de 30% à peu près. Voilà, 30%. Donc c'est pas mal. On voit que à 89 euros, des acheteurs se sont repositionnés. Donc order block acheteur, ça a acheté ici, 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 ça a enfin acheté ici pour faire une belle zone de support, une belle tendance haussière. Là actuellement on est sur un retracement, rien de très grave, on revient sur la MM200. On revient sur les zones de 0,618 de Fibo. On est aussi sur les 0,5 de retracement qui sont
juste là, je vais les mettre. Ils sont à peu près ici. Voilà. Donc on est pile poil dessus. Belle. Techniquement c'est beau. Techniquement c'est bien. On est allé sous le support oblique baissier, mais dès l'ouverture, on a formé un gap et on est repassé au-dessus. À surveiller quand même, il faudrait pas qu'on repasse en dessous, parce que si on repasse en dessous, on retourne à la MM200 et en fait on peut retourner plutôt sur des zones donc, qu'on appelle la RLZ short, RLZ longue, donc zone d'achat pertinente pour une tendance haussière. Mais si on redescend après sous les 90, alors là on pourra commencer à vraiment retracer, le prix revient ici et ça sera une fin de toute cette belle impulsion haussière. Donc à surveiller, pour l'instant le gap il s'est bien formé ici pour poursuivre le mouvement, mais attention que ça repasse pas en dessous. Il y a peut-être eu des news d'ailleurs. Je crois pas qu'on ait eu les résultats de Legrand, mais ce sera à surveiller. Il y a pas mal d'actions qui sont dans cette configuration-là où on se rapproche des supports haussiers finalement. Donc, comme on le voit là sur TradingView, prochaine publication des résultats dans 15 jours. Ah, top, je savais même pas que tu voyais ça sur TradingView. Bon, bah. Donc à voir. Intéressant. Ensuite, on a Ferrari. Ferrari, belle action, chérie par notre ami Pierre. Pierre du Patreon. Ferrari. Très belle action Ferrari. Race. C'est Milan, hein. Ouais. Si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Alors, Ferrari. Bon, Ferrari, c'est une très belle action. Il y a zéro souci là-dessus, on va pas revenir là-dessus. Une rentabilité exceptionnelle. C'est une entreprise qui peut vendre 10 000 produits et être très largement rentable. Donc c'est assez exceptionnel, on est sur de l'ultra-luxe. Vous connaissez ma position vis-à-vis de l'ultra-luxe. Il y a de plus en plus de riches dans le monde. Donc pour moi, c'est porteur, même si effectivement, il y a des périodes où ça va être plus favorable et d'autres où ça va être moins favorable. À l'heure actuelle, Ferrari, ça explose tout. Hein. Si on regarde un petit peu en termes de GF value, on est sur des zones un peu extrêmes. On a quand même un PI ratio de 57. Donc, vous savez qu'en regard de ma stratégie, c'est des zones sur lesquelles je n'investirai pas. Après, si on regarde un petit peu historiquement, on est plus sur une moyenne à 38, ce qui me paraît déjà un petit peu plus raisonnable. Sur des entreprises du luxe comme ça, je suis prêt à payer un petit peu plus cher. Hein. Vous savez que sinon, j'aime bien être aux alentours de 20-25, grand max. Après, sur du luxe, comme par exemple sur du L'Oréal, L'Oréal c'est pas du luxe, mais vu la qualité du business, je suis prêt à payer du 30 fois les bénéfices, grand max. Là, on est un petit peu élevé et je pense qu'il y aura des occasions où on pourra retrouver potentiellement du Ferrari aux alentours des 35. Donc personnellement, je préfère être ultra patient. On a eu ces occasions-là récemment. Récemment en 2022-2023, juin 2022 notamment. Mais à l'heure actuelle, pour moi, le train est parti et il est même très très haut. Donc je m'abstiens pour l'instant, même si c'est une très très belle entreprise. Il va aussi falloir voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont effectuer la transition vers potentiellement de l'électrique. Pour l'instant, il me semble pas qu'il y ait trop de news là-dessus. Pierre, tu nous confirmeras peut-être parce que tu dois être plus à jour que nous là-dessus. On a une très belle croissance, 16% anticipé sur la croissance du bénéfice par action. Ça veut dire que globalement, si vous l'achetez pas trop cher cette action-là, vous êtes sûr d'être rentable. On a un cash to debt qu'il faut surveiller quand même parce qu'on a un cash qui diminue un petit peu et on a une belle croissance quand même de la dette. C'est à surveiller mais rien d'inquiétant. On a une très belle croissance du revenu et à mon avis un très beau dividende avec un payout de 26, tout à fait raisonnable. Ça m'étonne pas pour ce genre d'entreprise. Je te laisse analyser ça. Je m'en souviens, on en a bien discuté avec Pierre sur le Patreon. Pierre qui veut recharger qui veut en acheter encore, mais qui veut le faire sur des bons prix et qui avait du mal à trouver des zones. Effectivement, quand le cours monte comme ça,
Depuis 2024, depuis janvier, là en quelques mois, ça a quand même pris 35%, 34%. À plus long terme, ça fait que monter. C'est assez compliqué de trouver des points d'entrée. Alors j'ai essayé de l'aider, on en a trouvé. Un premier point d'entrée qui peut être intéressant, c'est au niveau de l'order block ici, à 379€, mais c'est quand même toujours très haut. Ensuite, il y a le premier arrêt ici. Le premier arrêt de Fibonacci qui est quand même plus pertinent parce que c'est à la fois un arrêt qui, au niveau algorithmique, permet de faire un support et en plus, on voit ici, hop, on voit juste là qu'on a un gap haussier qui peut servir de support. Donc, un gap haussier qui sert de support plus les 0,382 de Fibonacci, ça peut être une zone d'entrée intéressante par palier. Ensuite, s'il y a un retracement plus profond et qui permet de faire les soldes sur Ferrari, on peut espérer de revenir plutôt vers le support oblique ici et qui corroborerait avec les 0,618 de Fibo. Donc les 0,618, c'est toujours une zone intéressante sur laquelle entrer dans une tendance haussière. Voilà. C'est un retracement qui est quand même assez profond. Ça n'arrive pas toujours, mais quand ça arrive, c'est bien de saisir l'opportunité. Mais effectivement, Ferrari, va falloir espérer que ça redescende un peu parce que là, on est sur un cours qui est sur des tops et ça se voit aussi au niveau de la GF value, etc. Ça se rejoint techniquement. Ensuite, on a Soprasteria. Est-ce que je la trouve? Hop. Soprasteria. Elle est là. Alors, Soprasteria, c'est plus mitigé que pour Ferrari en termes de fondamentaux, même si ça reste quand même correct. On a un sévère warning, notamment vis-à-vis du score d'Altman. Donc une santé financière qui potentiellement peut inquiéter, et effectivement, vous le voyez, on a un cash qui diminue, et là, une dette qui augmente fortement. Il y a forcément une raison à ça, mais on a une dette qui augmente fortement. Donc déjà, on se dit qu'il y a quelque chose. Soit il y a eu un gros investissement, on joue avec l'effet de levier des banques, les taux sont élevés, donc ça coûte cher d'emprunter. Pourquoi pas? En revanche, s'il devait y avoir une raison un petit peu plus inquiétante, il faudrait le prendre en compte parce que ça comporte un risque. Ensuite, en termes de rentabilité, c'est correct. On est très légèrement au-dessus du secteur d'activité. Par contre, en termes d'historique, c'est un petit peu mitigé. Si on regarde en termes de... on a déjà fait la santé financière, mais bon, globalement, c'est pas top. En termes de croissance, on a une croissance qui est pareille, qui est moyenne, qui correspond finalement à ce qui se fait dans le secteur d'activité et qui correspond à l'historique. Donc, rien d'inquiétant, mais c'est moyen. Ensuite, si on regarde un petit peu en termes de revenus, on a quand même une belle croissance, donc ça c'est un point positif. On a coupé notre dividende en 2020 pour le Covid. Ça, c'est plutôt une sage décision, finalement. Et on a un payout de 32%. Pour moi, c'est plutôt raisonnable. Attention potentiellement à la liquidité sur l'entreprise, que ce soit d'un point de vue historique ou d'un point de vue du secteur d'activité. C'est assez faible. Peut-être que tu arriveras à faire un rapprochement sur l'analyse technique. Ouais. Donc voilà, globalement pour moi c'est une entreprise moyenne. Ok, Soprasteria. Alors on va regarder ça techniquement. C'est bon. On est là. Ok. On va reculer un petit peu en weekly. On a une belle montée. On a une belle hausse. On a une belle hausse depuis 2018. Qui est quand même assez constante, même si en 2020, bon, période particulière du Covid, on y est revenu. 216% depuis 2018 et du coup aussi depuis 2020. Quand même une très belle tendance haussière pour cette action. On va regarder de plus près. Ok, on est actuellement au niveau de la moyenne mobile 200. C'est un premier point à voir. On a un order block acheteur
qui s'est posé en janvier à 186 €. Ok. On va tracer Fibonacci en partant de l'order block acheteur. Ok. Ça ment pas. On est actuellement sur les 0,382 de Fibonacci qui sont en même temps eux-mêmes sur la moyenne mobile 200. Belle action. Le cours est effectivement haut. Est-ce qu'on peut espérer une entrée plus basse? Je pense. On va voir ça. On peut peut-être tirer un support. Et puis on coupera. Tac. Non. C'est pas ouf. Ouais, si. En fait, avec ce support oblique, on permet à la fois, en partant du dernier creux, du dernier gros creux, revenir à peu près sur la zone ici, revenir ici sur cette zone, mais en fait, le support ici, il n'a pas tenu et il a amené ensuite une grosse cassure et un gap baissier. Donc, à voir. On est aussi sur un double top. Au niveau du RSI, on est sur un RSI qui est en perte de force. Donc RSI, c'est la force relative du mouvement. Donc là, on est en perte. Personnellement, c'est pas un point d'entrée qui me plairait particulièrement. Parce qu'en plus, ici, gap haussier qui vient de se faire combler quasiment entièrement. En tout cas, bientôt. Quand un gap haussier se fait combler, ça veut dire que la tendance haussière est en tout cas mise à mal pour l'instant, avec un gap baissier en plus qui s'est formé ici. Moi personnellement, j'attendrais qu'on revienne au moins sur ces niveaux-là, qui constituent une zone de rechargement de la tendance haussière partie des 187 €. Mais même sur ces niveaux-là, ce qu'il faut surtout attendre, c'est des structures bullish, c'est-à-dire des structures avec des creux ascendant et des tops ascendants, creux ascendant, top ascendant. Et là, on sait qu'on sera reparti sur une belle tendance haussière. Pour l'instant, Soprasteria à surveiller, mais c'est pas optimal. Ensuite, on a LDC. LDC qui a été proposé par Windadar. C'est Lou, non? Ouais, c'est ça. Oui, c'est Lou. L-O-U-P. Yes, on l'a. Alors, LDC, c'est pareil, je l'ai déjà analysé, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Globalement, c'est une belle entreprise, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On a du vert un petit peu partout. Même en termes de PE ratio, sachant que je pense qu'on est plutôt sur une mid ou une small cap. Donc, effectivement, en ce moment, les PE ratios des mid et small caps sont finalement en dessous de ceux des grosses caps. Mais c'est une très belle entreprise, LDC. Bon, on a eu un petit retournement en termes de cash to debt qui coïncide à peu près avec le Covid, globalement. Belle croissance du revenu. J'ai pas grand chose à dire. On a un payout de 15%, ce qui est très prudent. Donc globalement, j'ai pas grand chose à dire pour LDC. Ouais. Action compliquée à analyser. Alors moi j'ai trouvé un support oblique haussier. Bon, d'abord je reprends en weekly, parce qu'il faut toujours prendre le graphique de plus loin pour voir un petit peu l'action où elle se situe. Ok, on est parti sur une belle tendance haussière qui s'est arrêtée en 2018. Ensuite une tendance baissière qui est partie de 2018 jusqu'à avril 2022. Depuis avril 2022, ça monte. Ok, donc on part de ce constat. Ensuite on redescend, on zoome un peu. On va en daily. Ici on a un order block acheteur. Donc order block acheteur, ça veut dire que des institutionnels se sont positionnés à l'achat et que ça s'est vu parce que le cours est venu plusieurs fois avec un certain nombre de volumes, etc. Ce qui permet d'analyser qu'on a des institutionnels qui se sont positionnés ici. Ok, on trace le support oblique, on revient ici. Ok, ensuite, on peut voir aussi qu'il y a un order block vendeur à 140. Bon, c'est jamais bon signe. Jamais bon signe de se positionner à l'achat face à un order block acheteur, car ça veut dire qu'à 140, il y a des institutionnels qui ont vendu. Ok, au niveau du RSI, on voit qu'on est plutôt en
perte de force. On est plutôt en perte de force ici. Non, pas forcément, non, ça va. Au niveau du RSI, rien à signaler. On va voir au niveau des volumes. Ok, au niveau des volumes, on voit que c'est une action quand même qui est peu achetée. Ouais, c'est une action qui est très peu achetée. Ce qui est compliqué avec les actions peu achetées comme ça, c'est que je pense qu'il peut y avoir pas mal de manipulation. Il peut y avoir des actionnaires qui rentrent, qui sortent comme ils veulent, et en fait ça a une grosse influence sur le cours. Pour l'instant, bon, l'order block vendeur, il a amené une tendance baissière qui est venue sur le support. Ensuite, ça a bien rebondi et c'est reparti à la hausse. On est en train de voir effectivement ici, si on passe au-dessus, cet order block il saute, donc on pourra poursuivre la tendance. Voilà, c'est une action qui globalement monte. Après, à voir. On a un top ici qui s'est formé à 147. Bon, sinon est-ce qu'on peut espérer une entrée quand même un peu plus intéressante qu'ici? Voilà, comme d'habitude les 0,618, mais on y est déjà venu. Donc à partir du moment où on y est venu, le train est déjà parti. Moi je dirais que pour LDC en tout cas, le train est déjà parti. Il était peut-être intéressant sur les 127 ou plus bas. Mais pour l'instant, mieux vaut attendre un retracement qui est quand même un peu plus profond. Ensuite, on a Virbac. Du coup, c'est bien Virbac alors? C'est Virbac. C'est Virbac. Allez. Virbac. Bonne rentabilité, hein, globalement. Vous voyez là, sur les 10 dernières années, on n'a que 9 années profitables. Hop. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Ça date de 2017, donc c'est pas forcément lié au Covid. Mais globalement, une bonne rentabilité, une bonne santé financière avec un score d'Atman qui est safe. On a plus de cash que de dette. On a réussi à vraiment éliminer cette dette-là qui était quand même très importante. Vous voyez, le cash to debt à l'époque, il était pas terrible du tout, voire même un peu catastrophique. Et on a vraiment réussi à inverser la tendance. Et à l'heure actuelle, on a une très belle santé financière. Si on regarde un petit peu en termes de croissance, c'est moyen. Même si on prend en compte sur les 3 dernières années la croissance du bénéfice par action, on est sur du 40%, ce qui est assez exceptionnel. Donc c'est mitigé pour la croissance. Mais si effectivement l'entreprise est vraiment en train de se redresser, il faut nuancer. En termes de dividendes, un payout de 9%. Donc rien à dire, c'est prudent. Si on regarde un petit peu en termes de value, vous voyez qu'à l'heure actuelle, on est sur la médiane de la GF Value, donc pas grand chose à dire. On est sur un 5 sur 10 d'ailleurs. On est sur un PE ratio de 26. On a un forward de 26, donc on anticipe aussi un PE de 26 dans les années à venir. Globalement, si on regarde par rapport à l'historique, on est sur la moyenne aussi, on est sur du 26. Et pareil pour l'industrie. Donc on est sur une entreprise qui est bien évaluée pour moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, on va voir techniquement s'il y a des petites choses intéressantes à voir avec Virbac. On va reculer en weekly. Ok, comme souvent, c'est parti. Ok, belle tendance haussière depuis le départ de l'entreprise. 2015, un premier sommet. On a retracé jusqu'en 2018. 2019, on repart. Et 2021... C'est le Bitcoin. c'est cyclique. C'est vrai que ça fait à peu près comme le Bitcoin. Bull run. Qui a eu un premier top ici, deuxième top ici. Mais le deuxième top du Bitcoin, il était plus haut. Mais ça y ressemble. Bon, en tout cas, depuis décembre 2022. On est à plus 73%, ce qui est une belle performance. On a ici un support oblique sur lequel on est venu. Donc je l'ai tracé de ce support-là, parce qu'ici on est revenu là. Hop, et comme par hasard, ici
on est venu mécher pile poil ici sur le support oblique et order block, acheteur, ça ne ment pas, ils se sont positionnés pile poil ici. J'ai l'impression qu'il y a une relation à la MM200 qui peut être pertinente. Ici on s'en approche, ici on rebondit dessus, ici on rebondit dessus, et ici quand on la casse on descend bien. Ici elle sert de résistance, donc on la break un petit peu mais on ne la franchit jamais vraiment, et ensuite on s'en détache jusqu'à bien descendre. Ok, donc ici on revient sur la MM200 avant de reprendre à la hausse, plutôt intéressant. Ce que je pourrais dire sur cette action, c'est qu'en tout cas la tendance est bien haussière. La tendance est bien haussière. On est sur des nouveaux sommets à court terme. On vient de chasser ici, on est remonté au-dessus. Voilà, les prochaines cibles seraient ces sommets-là. Ensuite ceux-là. Mais un point d'entrée intéressant, ce serait... Là, c'est difficile à dire parce qu'en fait, ça monte tellement rapidement sans vraiment respirer. En fait, il aurait fallu rentrer plutôt vers ici. À la rigueur. Bah, en fait, c'est là où se sont positionnés les institutionnels. Ils sont... quand j'y arriverai. Voilà. Donc les institutionnels se sont positionnés au bon endroit. Et puis, c'est sûrement eux aussi qui ont amené cette impulsion. Ce qu'il faudrait espérer sur cette action pour entrer, c'est encore une fois revenir plutôt sur le support, peut-être jouer une petite cassure du support pour avoir encore un prix plus intéressant, mais sinon effectivement ça monte depuis septembre 2023. Voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre, vigilance, comme d'habitude ici, du coup on a un top à 365. Ok, top à 365, avec un RSI qui était jusqu'à 83. Donc c'était un RSI qui avait une grosse force. Ici on forme un nouveau top, sauf que le RSI est bas. Donc on a une divergence baissière. Ce qui peut porter à croire que éventuellement on serait sur un top qui pourrait perdre de la force et amener des entrées intéressantes plus bas. C'est à surveiller parce que c'est jamais bon signe quand le cours fait des nouveaux sommets mais que le RSI est baissier. C'est qu'il y a peut-être de la manipulation, qu'il y a peu de volume ou qu'on est sur des prises, on est sur un cours qui se fait monter pour prendre des profits avant qu'il rebaisse. Voilà pour Virbac. Ensuite on a SAP. Les 7 magnifiques européennes. Ça doit être celle-là. Si je dis pas de bêtises. Alors, magnifique. Magnifique, surévalué potentiellement. Non, mais globalement, faut pas toujours se fier à cette notation-là. Vaut mieux que vous alliez regarder par vos propres moyens. Bon, globalement, en termes de rentabilité, il y a un petit hic, dans le sens où les marges opérationnelles et tout ce qui va être return on equity, finalement, sont inférieures à l'historique, largement inférieures à l'historique. En revanche, en termes de rentabilité par rapport au secteur d'activité, il n'y a rien à dire. On est au-dessus du secteur d'activité. En termes de santé financière, c'est le top. On a réussi à inverser la tendance avec plus de cash que de dette, alors qu'avant on était sur un cash qui était inférieur à la dette. On a une belle croissance du revenu. Attention à la part du free cash flow qui est utilisée pour le dividende. On a un payout de 63%, pour moi c'est trop élevé. La moyenne historique elle est à 42%. Attention, même si c'est à nuancer parce qu'on arrive quand même à générer du cash, il faut faire attention. En termes de croissance, c'est top. Moi, ça me convient. Une croissance du BPA, 11%. Une croissance du revenu à quasi 10%. Rien à dire. Si on regarde un petit peu en termes de PI ratio, on est à 31. On a une moyenne historique à 27. Et une moyenne du secteur à 26. C'est un peu haut à mon goût.
personnellement, j'attendrais peut-être un retracement qui potentiellement pourrait venir. Je te laisse nous montrer ça. Je vais regarder ça techniquement. En tout cas, pour l'instant, les amis du Patreon choisissent des actions qui montent. Ouais, c'est vrai. On peut pas dire le contraire. Ça fait que monter. Et ça fait plaisir parce que au moins ils misent pas sur des actions qui sont en train de chuter en essayant de rentrer sur des couteaux qui tombent, etc. En tout cas, c'est plutôt bien choisi. Ok. Le support oblique n'est pas pertinent. L'AMM 200 l'est un peu plus. Ici, elle a servi de support. Ici, elle a servi de support, à peu près support. Ok, MM 200 intéressante. Action qui, en weekly, bon, ça fait que monter. Ça a respiré de 2021 à 2022. Il y a sûrement un contexte géopolitique qui peut rentrer en jeu. Depuis, ça fait que monter. On a un order block acheteur, encore une fois, à 162 €, donc c'est haut. C'est plutôt, en général, bon signe. Mais moi, je dirais vigilance, parce que entrer sur une action... Alors, techniquement, elle est belle, elle monte, il n'y a rien à dire, ça se voit. Creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, etc. Ça fait que monter, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, se positionner sur une action qui est aussi haute et qui a pas respiré, qui n'a pas eu de retracement depuis 4-5 mois, c'est souvent risqué parce qu'il suffit que vous ayez un PRU du coup qui se trouve à 170, l'action arrive à 150, ça fait pas plaisir d'avoir combien ça pourrait faire de se prendre un moins 10%, ça fait jamais plaisir sur son portefeuille. Mieux vaut attendre un petit peu et rentrer sur l'action si elle a des périodes de retracement, parce que là quand même c'est monté vite, c'est monté fort. Attention à ce que ça redescende pas aussi vite et aussi fort. Ensuite on a Vision Group. Alors Vision Group, on en a déjà pas mal parlé. Vision Group, hop, elle est là. Alors Vision Group, on entend beaucoup parler en ce moment. D'ailleurs, vous voyez, en termes de momentum, ça doit être une action qui est potentiellement achetée. On regardera ça tout à l'heure avec David sur la technique. Ouais. Globalement, c'est très positif vis-à-vis du return on equity. Les marges, c'est plus mitigé. En revanche, sur les 10 dernières années, on n'a que 6 années profitables. Hop, et ça a commencé à partir de 2017, 2018, 2019, 2020. On s'est repris légèrement, hein. On a un net income qui n'est pas non plus exceptionnel. Et attention, on a un cash qui a énormément baissé. Et apparemment pas pour faire baisser la dette, parce qu'on voit qu'on a une dette qui reste à des niveaux élevés. Donc ça, c'est quand même à surveiller. Il faudra essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on a un cash qui a autant diminué alors que la dette reste aussi élevée. Donc pour moi, la santé financière est un petit peu mitigée. On est sur une tendance un peu moyenne. Si on regarde en termes de croissance, c'est très correct. On a une croissance du revenu anticipé à 30%. Donc ce qui est assez énorme, surtout pour un PI ratio de 20. Attention, hein, il peut y avoir un loup. Donc il faut absolument essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Essayer de savoir s'il n'y a pas un contexte un petit peu particulier qui fait que l'action monte. Est-ce que c'est justifié surtout, ou est-ce que le marché est dans l'euphorie et on risque de se prendre derrière une correction assez importante. Mais globalement, si on regarde en termes d'anticipation de GF Value, on a une très belle croissance pour Vision Group. C'est certainement aussi pour ça qu'on en entend beaucoup parler. On a un PI ratio médian à 102 en termes d'historique. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle on est à 20, hein, donc ça va. Et si on regarde par rapport à l'industrie, on est sur du 30. Donc potentiellement on serait sur une entreprise qui est correctement évaluée. Ok, je vais essayer de regarder ça techniquement. Alors ouais.
J'ai pas de données plus anciennes. Sur mon site de trading, d'analyse technique, pas de trading, on a des données plus anciennes ici sur Guru Focus, qui partent de 2016, avec une belle montée en mai 2023. Je vais faire avec ce que j'ai ici sur TradingView. Sinon, tu peux mettre en plein écran la GF Value si tu veux. Ah, on va essayer de faire ça. Là, ouais. Là. Tac. Ok. Bon. On va analyser ça sans indicateur parce que sur TradingView, du coup, l'action y est depuis trop peu de temps. L'entreprise est sur TradingView depuis trop peu de temps et c'est le site que j'utilise pour faire les analyses techniques. Belle tendance haussière depuis minimum 2020. Ça monte, ça a pris cher en 2023 sur une petite période. Une grosse bad news potentiellement. Potentiellement, ouais. En tout cas. Le marché a paniqué. Ouais, ça a pris cher d'un coup. Ensuite, depuis, on est sur des creux ascendants. Creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Des sommets, bon, là qui étaient descendants, mais là on est sur 2 sommets ascendants. C'est une action qui est sur une belle trajectoire. Moi, ça me fait plutôt peur, les actions qui peuvent connaître des chutes comme ça d'un coup. Techniquement, ça me fait un peu peur. N'oubliez pas la pertinence des stop-loss. Toujours placer des stop-loss, ça permet d'éviter ce genre de grosse contre-performance. Mais sinon, Vusion Group, on est sur une entreprise et techniquement qui est sur une belle tendance. Hop. Ensuite, dernière action, Boss. Boss qui est coté. En Allemagne, En Allemagne. je Boss. pense. Donc, Hambourg, je pense que c'est celle-là, non? ok. Je vais checker quand même. Toi, tu l'as sur peut-être. Ah oui, on aura l'information ici. XETR, c'est allemand. Ok. Et le ticker, c'est Boss. Ouais, c'est Boss. Donc, ça Donc sera normalement, Hambourg. tu dois avoir XT. Non, même pas. Bah, vas-y, tente Hambourg et puis. Bon, on est sur de l'euro. Alors, pour Boss, belle rentabilité, toujours. On a connu quand même une année de déficit en 2020, ok. Un cash to debt qui est pas terrible depuis 2019. Et ça s'améliore pas forcément, on a du mal à générer du cash. Donc attention avec ce genre d'entreprise. Une rentabilité qui est inférieure à l'historique. Donc une santé financière plutôt moyenne. Une croissance qui est correcte. Et pour le dividende, c'est correct aussi. On est sur un payout de 27. Mais attention, je pense que en termes de versement du dividende, c'est pas régulier. Donc, perso, je suis un peu mitigé pour Boss. C'est pas le genre d'action sur lesquelles j'investirais. Après, effectivement, je pense savoir pourquoi on nous la propose. On a une belle correction. Donc, à mon avis, la personne s'est dit, bah, grosse correction sur Boss là. Est-ce qu'il faudrait pas investir? Je regarde juste un truc d'abord. Ok. Alors, Boss. Il est là. Effectivement, c'est une action qui est bien descendue récemment. On va prendre un peu de recul. Ok. Action qui est bien montée depuis 2022 jusqu'à 2007. Ensuite, petite tendance baissière. Et on s'est repris depuis 2019 jusqu'à 2015. C'est bien monté. 2015 à 2020. On a perdu combien là? Tendance 2015 à 2020. baissière. On va regarder ça tout de suite. Hop. 2015 à 2020. Moins 84%. C'est pas mal. Mais c'est quand même un creux qui était au-dessus de celui de 2009.
Bon, techniquement, du coup, ça sauve la mise. Si le creux avait été en dessous, ça aurait été très mauvais signe. Et donc depuis 2020, ça monte bien. Ça monte bien. J'ai tiré du coup un support oblique ici, un premier support, un deuxième support, un troisième support, et c'est revenu ici. Maintenant, on va regarder de plus près. Parce que de loin, ça paraît pas mal. De plus près, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, l'action est bien montée de 2022 du coup à 2023. En revanche, depuis 2023, depuis juillet 2023, première grosse baisse. On est revenu ici tester les 0,618. Ensuite, on est remonté. Donc c'est les 0,618 de cette tendance haussière. Donc premier retracement, pour l'instant rien d'alarmant. Ensuite, on est reparti. Donc c'était bon signe. En revanche, depuis, ça fait que baisser. On est sur le top de juillet 2023 qui a connu un autre top mais plus bas. Donc sommet ici, sommet descendant ici, sommet descendant ici, sommet descendant ici. Et moi, techniquement, la seule chose que je peux faire, c'est déconseiller d'entrer dans une action qui ne fait que descendre. Surtout, en fait, ça aurait pu être une entrée pertinente ici, mais ça l'a été déjà là. C'était une entrée pertinente ici. En revanche, quand le prix vient sous les 0,786 de cette tendance haussière, malheureusement, c'est très mauvais signe. Ça veut souvent dire que le momentum est terminé, c'est plus bullish et les vendeurs ont largement repris la main. Là, on est bien vendeur. Il y a un order block vendeur ici à 56 €. Un immense gap baissier ici. Moi, la seule chose que je peux conseiller, c'est de rester pour l'instant assez loin de cette action. Ce qui peut éventuellement être envisageable, c'est à un moment donné, pour attirer comme ça une résistance oblique baissière. Donc il faudrait que le prix latéralise ici, qu'il casse, et là on pourrait éventuellement se dire ok, la tendance baissière s'est fait casser, on a des structures avec des creux ascendants qui sont bullish, donc là on peut rentrer en espérant des nouveaux sommets. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui laisse présager un retournement de tendance, et la tendance est bien baissière, et fortement depuis décembre 2023. On est bon. Je sais pas combien de temps. Depuis combien de temps ça enregistre? 58 minutes. Allez, une petite heure de vidéo. Bravo à ceux qui ont tenu jusque-là. Et puis ouais, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi, petite précision, je suis normalement... je trade surtout sur les matières premières, donc sur le gold, et je me forme depuis quelques mois à l'analyse technique sur les actions. Donc voilà, j'ai livré des analyses techniques, c'est pas des conseils en investissement. Les zones qui sont intéressantes, ce n'est que de la probabilité en s'appuyant sur du coup des ressources qui sont le volume, le RSI, etc. Mais moi, ce que je fais d'habitude, c'est de la spéculation sur les matières premières, sur l'or, et pas encore les actions vraiment. En tout cas, je m'y forme, donc soyez indulgents sur cette partie-là. Ça marche. Bon bah voilà les gars. On se dit à une prochaine. Si vous voulez rejoindre la communauté Patreon, vous avez tous les liens en description. Vous y retrouverez David et plein d'autres membres comme Pierre, Windadar, etc. qui sont assez actifs. Donc voilà. N'hésitez pas. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. À la prochaine.